reprend la session numéro 3 sur intelligence artificielle et bras synthétiques dans les cancers génito-urinaires. Donc j'ai le plaisir de modérer avec Raphaël Renard-Penat cette session. Et on va commencer par une introduction par le professeur Jean-Emmanuel Bibaud. Ok, merci beaucoup de m'avoir invité à parler un petit peu d'IA ce matin. Je vais faire une introduction un peu généraliste, donc je ne vais pas forcément détailler vraiment de cas d'usage. Si vous voulez, on pourra en discuter au cas par cas. Alors, qu'est-ce que c'est que l'IA? En fait, c'est un ensemble de théories mathématiques ou statistiques ou informatiques qui servent à réaliser des machines qui seraient capables de simuler l'intelligence. À l'époque de la création de cette définition, en fait, on parlait d'intelligence dans le sens anglo-saxon du terme, c'est-à-dire la capacité d'analyse, pas forcément intelligence dans le sens français du terme. Quoique cette définition a un peu évolué, parce que maintenant, notamment avec les grands modèles de langage, les fameux LLM, qui sont par exemple à la base de ChatGPT, on s'approche peut-être de plus en plus d'intelligence. Alors certains provocateurs ou communicants, on va dire, disent que fin 2025, début 2026, on va avoir accès pour le coup à des IA capables, douées de véritable intelligence, mais c'est encore assez débattu et peut-être finalement assez peu probable pour l'instant. Quand on parle d'IA actuellement, en fait, on parle surtout d'IA statistique, qu'on va détailler un petit peu, mais il y a un autre type d'IA que l'on appelle l'IA symbolique, qui est un peu plus ancienne et qu'il faut connaître également parce qu'il y a certaines caractéristiques qui sont un petit peu distinctes. En médecine, l'IA peut servir à faire évidemment ce que savent faire les médecins, et c'est donc typiquement tous les outils qui sont des outils d'assistants et qui sont, pour la plupart d'entre eux, déjà utilisés en routine clinique. Typiquement, ce sont tous les outils qui sont là pour faire de l'analyse d'images et qui sont basés sur une tâche dite de perception. Donc ça peut être de l'imagerie médicale, ça peut être de la dermoscopie, ça peut être du fond d'œil, ça peut être de l'anatomopathologie. Et donc, beaucoup de ces applications-là sont déjà utilisées en routine. Je parle par exemple de la segmentation automatique pour la radiothérapie. Et donc pour toutes ces applications-là, en réalité, on va pouvoir développer un concept que l'on appelle la garantie humaine. C'est le fait que les humains vont pouvoir vérifier que ce qu'a fait l'IA est correct et éventuellement le corriger si besoin. À l'inverse de ça, vous avez tout ce que ne savent pas faire les médecins, et c'est typiquement les algorithmes analytiques dits prédictifs, qui permettent de prévoir donc à l'avance l'histoire de la maladie, le risque de développer une maladie, ou alors, par exemple, les chances de répondre à un traitement. Pour ce type d'application-là, qui relève pour l'instant plus de la recherche clinique et qui ne sont pas utilisées en routine en général, et bien là, évidemment, ça va être plus compliqué d'appliquer la garantie humaine parce que vous ne pouvez pas demander à un médecin de vérifier ce que fait une IA alors que lui-même ne sait pas faire quantitativement, correctement ce qu'elle fait. Et donc là, il va y avoir des problèmes en termes de responsabilité et de validation clinique, dont on pourra parler peut-être une autre fois. Donc pourquoi est-ce qu'il faut connaître ces deux définitions de l'IA symbolique et de l'IA statistique? C'est parce que ce n'est pas du tout la même façon de les faire. L'IA dite symbolique, plus ancienne, en fait, vous allez demander à des experts d'un domaine, et ça continue à passer tout seul, vous allez demander à des experts d'un domaine de définir des règles, et vous allez ensuite appliquer ces règles de façon séquentielle par une machine. Et donc, il va y avoir des problématiques qui ont fait de l'IA symbolique, notamment sur est-ce qu'on est capable finalement de représenter le réel entièrement par de simples règles, ou par exemple aussi par des ontologies, etc. Et il s'avère qu'en réalité, potentiellement, c'est impossible. C'est la raison pour laquelle, en parallèle, c'est aussi développé un autre type d'IA qu'on appelle l'apprentissage statistique. Et donc en anglais, vous allez aussi voir machine learning. En français, vous allez apprentissage automatique, etc., etc. C'est un synonyme. Et donc là, vous n'allez pas chercher à définir des règles manuellement. Vous allez fournir des données à un algorithme, on va dire, qui est prédéfini pour apprendre à partir de ces données-là les règles qu'il pense être optimales pour atteindre une certaine réponse. Et donc l'algorithme va, de façon itérative, converger vers la bonne réponse. Et donc c'est pour ça que l'on dit qu'il y a une IA, qu'il y a un apprentissage qui est automatique. Une fois que vous aurez eu cet apprentissage qui sera fait, vous pourrez vous servir de l'algorithme pour faire ce qu'on appelle de l'inférence, c'est-à-dire obtenir des réponses aux questions que vous vous posez. Et vous pouvez aussi retenir qu'en général, pour l'instant, je crois que ça change aussi beaucoup récemment, on parle plutôt d'une IA pour une question. Et donc, on n'a pas d'IA qui est capable de tout faire, en tout cas, pas
dans la littérature trop, et ça va arriver là avec certains outils. Et donc, comme je vous le disais, c'est une histoire qui est assez ancienne, qui date de la fin de la Seconde Guerre mondiale, notamment avec les travaux d'Alan Turing, qui était un mathématicien anglais, que vous connaissez, je pense, qui avait théorisé le test de Turing. Et puis, c'est une histoire qui a été jalonnée de grandes promesses et aussi de grandes déceptions. Et donc, en ce moment, on est plutôt en train de connaître un âge d'or avec beaucoup de promesses. Et donc, il ne faudrait pas que ces promesses soient déçues pour qu'on retombe de nouveau dans une période que l'on appellerait hiver de l'IA. Il y a certaines équipes qui, malgré justement les hivers de l'IA, ont persisté dans cette voie-là, et je pense notamment à Geoff Hinton, qui est au milieu, là, sous le 1980, qui est un chercheur canadien de Toronto, qui a persisté dans l'apprentissage machine, et notamment les réseaux neuronaux profonds, avec Yann Lequin, qui est un Français qui travaille aux États-Unis chez Meta, et Joshua Bengio, qui est un chercheur à Montréal. Et ces trois-là ont bien fait de persévérer, parce qu'ils ont remporté le prix Turing, en 2018, qui est un peu l'équivalent du prix Nobel pour l'informatique. Et Geoff Hinton a remporté le prix Nobel pour le coup de physique cette année. Donc lui, il a vraiment bien fait de persister dans cette voie-là. Et donc aujourd'hui, depuis à peu près maintenant 2012, et avec l'avènement notamment d'un réseau neuronal qui s'appelle AlexNet, dont on pourra détailler si vous voulez, on est vraiment en train de vivre un nouvel âge d'or de l'IA, et notamment de l'IA en médecine. Alors pourquoi est-ce qu'on vit un âge d'or de l'IA en médecine ? En fait, c'est parce que, et vous le savez, tout ce que l'on fait en médecine est, ou presque tout, digitalisé. Et on va aller de l'infiniment petit, avec le génome, etc., à l'infiniment grand avec l'exposome, des images satellitaires, etc. Et donc, on est capable de colliger ça pour faire notamment ce qu'on appelle des modèles multi-échelles, qui sont extrêmement exhaustifs et qui devraient permettre de caractériser un niveau de détail très important des patients à l'échelle de la population, mais aussi à l'échelle individuelle pour prendre des décisions. Et donc tout ça, c'est fait actuellement non plus avec des machines comme le perceptron que vous avez ici à gauche, qui date de 1957, qui était la première machine véritablement douée de vision. Mais tout ça, c'est fait par ce qu'on appelle des frameworks ou des bibliothèques de logiciels qui sont financés, édités et distribués par ce qu'on appelle les hyperscalers américains, c'est-à-dire Google pour TensorFlow, Meta pour PyTorch, etc. Il y en a un seul qui n'est pas édité par des grandes entreprises comme celle-ci, c'est Scikit-Learn, qui est édité par l'INRIA, qui est une grande école qui forme des ingénieurs informatiques en France. Et donc tout ça, ça fait qu'on voit de plus en plus ces gros titres dans la presse généraliste, presque tous les jours. Et évidemment, il y a 2 ans, j'aurais tendance, comme je vous le disais, à dire que c'était vraiment exagéré. Et en réalité, on n'aura pas le temps de détailler les détails puisqu'il me reste 1 minute, je vois le chronomètre. Mais en réalité, il y a de plus en plus d'études. Il y en a encore eu une mardi qui est sortie, qui ont l'air de montrer qu'on est capable maintenant de faire des modèles qui sont multimodaux, c'est-à-dire qui prennent en compte du texte, de la radio, de l'anapath, tout ce que vous voulez, et qui sont capables de faire des démarches diagnostiques et thérapeutiques complexes, y compris sur la médecine interne. Donc quand on parle d'IA, en fait, on ne parle pas que de deep learning, on parle de plein de méthodes différentes qu'il faut savoir manier en fonction du type de données que vous exploitez et en fonction de la question que vous vous posez. Évidemment, il y a beaucoup de limites, notamment sur la qualité et la quantité des données dont on peut disposer en médecine, contrairement à d'autres domaines, par exemple, je pense à la finance. Et il y a un deuxième problème, c'est que bien souvent, même si vous avez des IA très performantes, elles sont un petit peu boîte noire, c'est-à-dire qu'elles ne vous expliquent pas la raison pour laquelle elles font telle ou telle prédiction ou tel diagnostic. Et donc maintenant, il y a des méthodes qui existent pour adresser un petit peu ça, notamment pour ce qu'on appelle les decision trees. Alors l'IA, ça peut être utilisé pour l'épidémio et le dépistage, notamment la mammographie. Il y a un papier dans Lancet Oncology 2023 qui est assez impressionnant sur 80 000 patientes faits en prospectif. Le diagnostic et aussi la prédiction. On pourra en parler, mais là, je suis un petit peu pris par le temps. Le traitement, évidemment, notamment en radiothérapie, je pense que vous le savez, la segmentation automatique des images, c'est du quotidien pour la majeure partie des centres de nos jours en France. Et puis, il va aussi y avoir l'évaluation et la prédiction à l'avance de la réponse au traitement. Et puis enfin, le suivi, dans lequel l'IA va avoir un rôle très important, autant en termes de télésuivi que de suivi à l'hôpital même. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je passe la parole. Merci Jean-Emmanuel. On vous propose de grouper les questions à la fin des 4 présentations. Donc on va inviter le docteur Ziné Edinken pour l'applicabilité de l'IA dans le cancer du rein. Ok, parfait. Donc bonjour à tous. Donc merci pour l'invitation. Donc je m'appelle Ziné Edinken, je suis urologue au CHU de Rennes et donc je vais vous parler de comment appliquer l'IA en prenant comme modèle le cancer du rein.
Alors j'ai pris une approche un petit peu différente pour vous présenter les résultats. Je ne vais pas vous présenter les résultats bruts qui, comme vous en doutez, sont excellents, mais plutôt dans le sens inverse, et vous présentez plutôt les biais méthodologiques auquel cas il faut faire attention lorsque vous interprétez une étude d'IA. Alors, je répète brièvement, c'est quoi? C'est une formule mathématique, un algorithme qui simule les comportements humains, qui est capable d'apprendre, plus ou moins raisonner et prendre une décision. Quand vous avez un dispositif d'IA, il peut être entièrement logiciel, un software sur l'ordinateur. Il peut vous générer du texte, des chiffres, des voix ou intégrer du matériel physique. On peut prendre par exemple une montre connectée qui prend en temps réel les paramètres du patient, vous injectez à l'intérieur un algorithme d'IA pré-entraîné et puis il peut vous faire une prédiction de l'état de santé de votre patient. Je distingue deux types globalement d'IA, très vulgairement. L'IA générative, c'est-à-dire vous donnez à un algorithme vos données et il vous fait une prédiction à la fin. Deuxièmement, l'IA excusez-moi, c'était l'IA discriminative. Et l'IA générative, pardon, vous lui donnez un ensemble de données et lui est capable de vous générer de nouvelles données qu'il ne connaît pas. Et ce type de données peut être du texte, de l'image, de la vidéo, etc. Au sein de l'IA, deux grands sous-domaines. Le machine learning, c'est des algorithmes mathématiques qui vous permettent de faire des prédictions à partir de données. Le deep learning est une sous-catégorie du machine learning qui se base sur des réseaux de neurones, donc des systèmes beaucoup plus puissant et lui aussi qui est capable de vous donner une prédiction. La seule différence est qu'il requiert beaucoup de données et de puissance de calcul. Alors pourquoi l'intelligence artificielle dans le cancer du rein? Parce qu'aujourd'hui, l'explosion des données médicales, l'imagerie génomique, la transcriptomique, la pathologie numérique, on a besoin dans le cancer du rein d'un outil d'aide à la décision pour personnaliser le traitement, pour améliorer le suivi. Et le gros problème spécifique du cancer du rein, c'est que c'est une maladie hétérogène d'un point de vue histologique, moléculaire. Et les prédictions qui existent aujourd'hui, que ce soit dans le cancer du rein non métastatique ou métastatique, sont encore imprécises. Alors comment commencer? Comment faire de l'IA? Je suis chez moi, je veux faire de l'IA, c'est extrêmement simple. Il faut des données. Les données, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui. Deuxièmement, il vous faut un environnement d'exécution, c'est-à-dire où faire tourner vos algorithmes d'IA. Donc aujourd'hui, par rapport à il y a 20 ans, tout a changé, ça s'est très démocratisé. Soit vous investissez dans un ordinateur. Globalement, un gros ordinateur pour faire du deep learning sur des gros volumes, ça coûte environ 10 000 €. Ou alors, vous pouvez prendre des machines virtuelles. Les machines virtuelles ont un petit peu changé la donne. Alors, pas trop en Europe parce qu'on est encore limité par la réglementation, mais dans d'autres pays, c'est quoi? Vous avez les gros industriels, Google, Amazon, ils se sont rendus compte qu'ils ont des plateformes logistiques avec des ordinateurs extrêmement puissants pour faire tourner leur business. Et donc, ils se sont dit, si je mettais à disposition ces machines qui ont une puissance de calcul très importante au public, eh ben, ils vont pouvoir se faire beaucoup d'argent. Et donc, aujourd'hui, par exemple, si vous allez sur Amazon, donc AWS, c'est la plateforme de machines virtuelles d'Amazon, si vous prenez un GPU pour faire du deep learning, globalement, vous payez 1 à 2 $ par heure et vous pouvez faire exécuter n'importe quel algorithme depuis chez vous. Dans le cancer du rein, globalement, 3 grands domaines. Les modèles prédictifs, c'est-à-dire j'utilise mes données avec des algorithmes, que ce soit du deep ou du machine learning, pour faire une prédiction. Ça peut être de la survie, ça peut être une réponse à un traitement, peu importe. Deuxième domaine, la segmentation d'images, c'est de la détection automatique, comme nous l'avons évoqué, soit en radiothérapie, soit en chirurgie, c'est-à-dire en temps réel, on peut opérer un patient en célioscopie, en robot, et on peut avoir un algorithme d'IA qui peut nous indiquer les structures. Attention, le côlon est là, l'urtère est là, le rein est là, etc. Et enfin, avec l'IA génératif, le traitement du langage, c'est-à-dire analyser automatiquement du texte médical, générer du texte médical, peut-être à partir d'un compte rendu, générer des bases de données. Donc pendant 10 minutes, je vais juste me focaliser sur la première partie, les modèles prédictifs, et je vais prendre comme fil conducteur, pour vous expliquer les principes, je veux par exemple prédire la récidive après une résection chirurgicale d'un carcinome rénal, en vous prenant par exemple les approches classiques avec les données tabulaires, cliniques, biologiques, histologiques, radiomiques, pathomiques. Là, c'est les principaux études qui existent dans la littérature. Donc, j'utilise des algorithmes de machine learning avec des données classiques, des données tabulaires. Ce qu'on peut voir, c'est que les cohortes sont entre 2 000, 3 000 jusqu'à 10 000 patients, qu'on peut avoir un petit mélange histologique, que les outcomes sont un petit peu différents, et bien entendu, le résultat est plutôt pas mal, avec une performance aux alentours de 0,75, 0,80. L'ensemble de ces études ont utilisé les données qu'on connaît, les données démographiques, biologiques, préopératoires, les données tumorales comme le type, le grade, etc., les données de chirurgie, les données anatomopathologiques.
Les méthodologies étaient strictement les mêmes de ces articles, c'est-à-dire on prend notre grande cohorte, notre population, on la divise en deux. Cohorte de développement, c'est à partir de laquelle l'algorithme apprend, et une cohorte de validation pour évaluer ses performances. Les modèles ont été évalués correctement, c'est-à-dire si demain, alors quel que soit le papier de l'IA ou du modèle prédictif, vous devez toujours avoir ces 3 paramètres quand vous analysez le modèle. La discrimination avec le C-index pour les données de survie ou la UC pour les données binaires. La calibration, c'est le petit graphique qui vous montre est-ce que les données prédites sont en adéquation avec les données de vie réelle, et l'utilité clinique avec la DCA qui évolue le bénéfice net de votre modèle. Les méthodes de validation, là encore également, on peut voir tout et n'importe quoi. Vous avez 3 grandes approches. L'approche la plus fréquente, c'est le data split, c'est-à-dire vous avez votre base de données, vous la divisez en 2. C'est simple, c'est rapide, mais attention, le résultat est extrêmement instable et selon la répartition de vos données, je peux créer tout et n'importe quoi. C'est-à-dire je peux passer d'un C-index à 0,50 à 0,95 tout à fait artificiellement. Tout dépend comment j'ai divisé mes données. La deuxième méthode, c'est la cross-validation. Vous prenez votre base de données, vous la séparez en petits groupes et chaque petit groupe fait à la fois l'entraînement et son test. C'est mieux et vous faites la performance de tous les modèles. Aujourd'hui, le gold standard, c'est comme une phase 3 dans le médicament, c'est la tester sur une cohorte indépendante, par un comité indépendant, pour évaluer vraiment l'utilité clinique du modèle. Et aujourd'hui, cette validation externe indépendante, elle est quasiment inexistante dans les modèles prédictifs dans le cancer du rein. Ça, c'est un exemple de l'étude que nous avions réalisée, c'était essayer de prédire la récidive dans cette sous-population-là. Ce qu'on a observé, c'était que les modèles de machine learning, c'est-à-dire l'IA avec les données classiques que nous disposons, fait un petit peu mieux que les modèles classique, traditionnel, avec une détérioration de la performance dans le temps. Et nous avions estimé que ce petit gain, pour nous, ne justifiait pas d'aller plus loin en utilisant ces simples données-là. Donc, juste en conclusion de cette première approche, donc les approches de machine learning semblent surpasser un petit peu les modèles cliniques réalisés avec la statistique classique. Pour l'instant, le résultat est insignifiant pour un large déploiement et peut-être intégrer d'autres données, de la biologie, de l'imagerie pour améliorer ses performances. Une étude assez intéressante réalisée par des méthodologistes et statisticiens. Ils ont juste comparé des méthodes d'IA à la simple régression logistique statistique et ils ont évalué un petit peu la différence. Et puis là, avec les données tabulaires, les données classiques, aucune supériorité du machine learning avec la statistique traditionnelle. Et finalement, la surperformance liée du machine learning était uniquement liée aux biais méthodologiques présents, comme par exemple les méthodes de validation. Alors, deuxième partie, je vais passer un peu plus vite. La radiomique, c'est quoi? C'est transformer en images en données objectives, pour intégrer ces données objectives et pour améliorer nos modèles. Globalement, 2 types de méthodologies en radiomique. La première méthode, c'est j'ai une tumeur du rein, je la segmente, j'extrais les paramètres. Les paramètres ils ne sortent pas du ciel, c'est des paramètres mathématiques standardisés. Et je prends ces paramètres et je reproduis la même méthodologie que les données cliniques. J'utilise des algorithmes de machine learning pour faire des prédictions. La deuxième approche qui est un peu plus récente, c'est que j'utilise un réseau de neurones qui fait tout seul, qui extrait des features, des paramètres, on ignore un petit peu trop ce que c'est, et qui essaye de faire des prédictions. Une fois qu'on a le résultat, on essaye de comprendre pourquoi est-ce qu'il a fait ces prédictions. Là encore, si vous regardez les méthodologies de radiomique dans le cancer du rein, extrêmement hétérogène, on mélange tous les types histologiques, on utilise très souvent du scanner, un petit peu d'IRM, et les endpoints sont également parfois très curieux. Parfois, on essaie de prédire un score pronostic, alors qu'on sait que le score pronostic ne prédit pas très bien la récidive dans ce contexte-là. 2 questions que je m'étais posées quand je m'étais mis à faire de la radiomique dans le cancer du rein. Quelle phase utiliser? Le non injecté, l'artériel, le portal. On a pas mal de données sur la prostate. Dans le rein, on n'a pas trop... Je vais aller plus vite. Données. Globalement, on a pu montrer que c'était la phase artérielle qui fonctionnait le mieux. Je vais passer pour vous montrer un peu le plus intéressant. Donc, finalement, la dernière approche, c'était l'approche pathomique. La pathomique, c'est quoi? C'est transformer une image anatomopathologique subjective en données quantitatives. La grosse problématique aujourd'hui, c'est qu'on est passé de quelques mégaoctets dans les données tabulaires à 100 mégaoctets dans les radiomiques, à des gigaoctets pour la pathomique. Donc j'avais expliqué au départ, plus on a de données, plus c'est long, plus ça coûte cher. De la même manière que la radiomique, on a la même méthodologie pour la pathomique. La pathomique traditionnelle, vous faites intervenir un anatomopathologiste qui vous contourne la lame anapathe
On extrait des paramètres patomiques, il existe des paramètres standardisés qui sont simplement des formules mathématiques et vous réutilisez vos méthodes de machine learning pour faire la prédiction. Beaucoup plus intéressant aujourd'hui, je trouve, faire du deep learning sur les lames anatomopathologiques. Avant de faire de la patomique, ça ne se fait pas comme ça. Premier élément, c'est quel est le format de ma lame? Il y a autant de formats peut-être que de commerçants. Donc globalement, si vous devez investir dans une machine pour scanner vos lames anatomopathologiques, choisissez une machine qui vous sort un format compatible avec Python et toutes les plateformes d'IA. C'est globalement le SVC ou le TIFF. Deuxième chose, quand on fait de la patomique, une lame, c'est comme le microscope. On a des résolutions et on peut régler une magnification qui va de x5 à x40. Là également, c'est un paramètre à prendre en charge. C'est quelque chose que vous devez regarder si vous analysez un article patomique. Autre élément, la sélection du patch. L'algorithme est incapable de lire la lame entière. Donc on sélectionne un patch, c'est-à-dire un petit carré, pour faire de l'intelligence artificielle. Donc également, la taille du patch peut influencer les résultats. Et enfin, je vais vous montrer comment le processus de deep learning sur une lame anatomopathologique. Vous prenez votre lame, l'algorithme automatiquement est capable de segmenter la région d'intérêt, diviser cette région d'intérêt en petits patchs, et ensuite on utilise des réseaux de neurones. Alors ce n'est pas des réseaux de neurones qu'on invente, c'est des réseaux de neurones qui existent dans d'autres domaines, et on fait ce qu'on appelle du transfer learning, c'est-à-dire que c'est des réseaux entraînés sur autre chose, et on teste ce réseau de neurones sur notre nouvel échantillon, et ensuite vous codez un nouveau réseau de neurones pour avoir la sortie que vous voulez, que ce soit de la survie, du critère binaire, ou alors de la variable continue. Ça, c'était juste pour vous donner des exemples de ce qui se fait dans la littérature. Pas beaucoup de patients, beaucoup de données de la TCGA, pas beaucoup de validation externe. Donc, en conclusion, dans le cancer du rein, l'intelligence artificielle semble ouvrir des perspectives majeures pour la stratification, pour la décision thérapeutique et le suivi post-opératoire. Les approches radiomiques et hépatomiques pourraient permettre d'exploiter la richesse de ces images. Mais en revanche, l'IA ne reste toujours pas magique aujourd'hui. Les données tabulaires ne font pas mieux par rapport aux données classiques et sans validation externe ni calibration, ils ne doivent pas être utilisés en clinique. L'avenir est probablement des modèles expliqués, validés, intégrés dans des essais cliniques et déployés de façon éthique et transparente. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Donc merci, désolé, mais on va enchaîner et espérer avoir 1 ou 2 minutes pour 1 ou 2 questions à la fin, mais laisser quand même le temps aux uns et aux autres de se restaurer et reprendre le programme de l'après-midi dans les temps. Donc, sans tarder, le professeur Raphaël Renard-Penat va nous parler d'imagerie et intelligence artificielle appliquée au modèle du cancer de la prostate. Bonjour à tous. Donc, un peu d'imagerie prostatique et la place de l'IA en imagerie prostatique. Donc, bien sûr, cancer de prostate, c'est un enjeu de santé publique. Vous savez que l'IRM, maintenant, s'est imposé comme outil de première ligne pour la détection du cancer. Mais cet outil a des limites. La première limite, c'est qu'elle est très expert dépendant. Donc, un peu comme toute technique d'imagerie maintenant, il faut un radiologue expert pour pouvoir l'interpréter parce que c'est complexe. Il y a une très grande variabilité de lecture et beaucoup de faux positifs parce que l'IRM est un examen extrêmement sensible mais très peu spécifique. Donc, les faux positifs conduisent à la réalisation de biopsies, des biopsies de prostatique qui sont invasives, iatrogènes et qui sont anxiogènes pour les patients. Par ailleurs, la lecture de l'examen est chronophage. On doit maintenant faire des comptes rendus standardisés qui sont relativement longs pour la lecture. Il y a une explosion des demandes puisque le cancer de prostate est un des cancers les plus fréquents. Et donc, il y a un manque d'accessibilité globalement en France. Alors après, bien sûr, c'est très territoire dépendant. On a à Paris à peu près tout ce qu'il faut, mais ce n'est pas le cas sur l'ensemble du territoire, notamment en termes d'expertise. Et donc, il y a vraiment là une place de l'IA pour apporter l'expertise dans les territoires qui sont finalement sous-dotés en radiologues experts. L'IA pour l'imagerie prostatique, elle est à peu près sur tout le parcours du patient. Alors bien sûr, au niveau clinique, je ne vous en parle pas, mais sur l'imagerie en tant que telle, ça commence déjà quand le patient est dans la machine, sur la technique, sur les séquences. Vous ne le savez pas, mais maintenant, toutes les séquences d'imagerie, d'IRM sont optimisées avec de l'intelligence artificielle. Avant, vos patients, ils passaient une demi-heure dans la machine, puis 25, 20, 15, 10. Donc on est en train de réduire le temps d'examen. Ça veut dire plus d'examens, plus accessible, puisqu'on va faire 5 à 6 patients par heure, là où on en faisait 2 avant. Donc ça, c'est vraiment l'intelligence artificielle dans la technique elle-même, dans les séquences qui sont optimisées, plus rapides, mais avec une qualité qui reste conservée, ce qui est essentiel. Après, une fois qu'on a l'acquisition des images, alors là, on a maintenant, bien sûr, la segmentation automatique.
on a vu avec les contourages. Je vais venir un peu plus tard sur les performances et sur les outils de détection, de classification de l'IA pour le cancer de prostate. Mais juste un petit overview sur le après, il y a les images qui sont poussées directement sur les plateformes de fusion d'images maintenant, avec l'intégration de la cible à biopsier, puis après la lecture anatomopathologique, qui est maintenant aussi avec de l'IA. Donc vous voyez qu'on a des parcours super optimisés avec de l'IA du début jusqu'à la fin. Globalement, le parcours détection, ça peut prendre une demi-journée avec le diagnostic à la fin, détection, classification. Les différentes classes de software qui sont développées actuellement, donc toujours, alors là, spécifiquement pour le cancer de prostate, mais globalement, ça s'exporte sur tous les autres cancers génito-urinaires. Vous avez des modèles qui vont nous mettre des petites couleurs, des cartes sur l'imagerie prostatique, et c'est à nous de définir de quoi il s'agit. Genre un produit de contraste, comme l'identique d'un produit de contraste, mais c'est à nous de travailler derrière pour la caractérisation. À l'inverse, il y a des modèles où on doit détecter quelque chose et on pose la question, qu'est-ce que c'est que cette image? Et là, on a juste une classification, c'est les CADX. Puis bien sûr, l'idéal, c'est l'association des deux, c'est-à-dire quelque chose qui va détecter et qui va caractériser, ça c'est les CAD-IX. Après, il y a des modèles qui se développent, et ça va être très utile à l'avenir, c'est le triage. Parce que ce qu'on veut, c'est aller vite et pouvoir finalement n'avoir à lire que des examens qui sont pathologiques et mettre de côté ceux qui ne sont pas pathologiques, qui sont normaux, avec une confiance dans l'outil qui va nous dire, bon, bah, ça c'est normal, ne passe pas de temps dessus. Et par contre, concentre-toi sur l'examen qui est pathologique pour aller à fond sur la détection, la caractérisation. Et puis après, il y a des outils, bien sûr, pour faire des comptes rendus standardisés, etc. Donc ça, c'est les différentes classes de software qu'on a à disponibilité. Et maintenant, les fonctionnalités spécifiques donc, de l'IA dans l'imagerie, ce sur quoi on est en train de travailler. Donc, il y a la segmentation automatique de la glande. Donc ça y est, on a maintenant des modèles super performants avec des indices de performance qui sont similaires bien sûr, à des radiologues. Alors, il faut savoir que le contourage prostatique, ce n'est pas si simple que ça. Pour entraîner des modèles, en fait, il faut qu'on contourne la prostate sur des centaines de cas. Et la prostate, on croit que c'est simple, mais c'est tout sauf simple, c'est-à-dire l'anatomie zonale entre zone de transition, zone périphérique. Quand on doit faire les contourages du lobe médian, des petites languettes qui sont écrasées par la zone de transition avec l'âge, bah, c'est très complexe. Et maintenant, on a des modèles qui sont très efficaces, mais ça a nécessité vraiment beaucoup de travail, c'est fastidieux et chronophage. Après, il y a la détection et la classification des lésions. Donc ça, bien sûr, tous les modèles tous les systèmes qui sont commercialisés maintenant vont vous proposer une détection, une classification à partir donc, de la positive, ce qu'on appelle la positivité de l'examen, c'est-à-dire un PI-RADS supérieur ou égal à 3. Et puis, on a des outils pour finalement nous faciliter le flux de travail, c'est-à-dire toute l'intégration à la fusion d'images, comme je vous le disais, pour les biopsies. Ça, c'est très utile parce que aussi on perd beaucoup de temps pour contourer l'image échographique, contourer l'image d'IRM, mettre la cible au bon endroit et faire les prélèvements pour qu'ils soient le plus efficaces possible. C'est très intéressant, ça vaut aussi pour tous les outils qui sont actuellement commercialisés en intelligence artificielle pour l'imagerie. Le petit site qui est là, vous avez tous les systèmes qui ont l'autorisation de la FDA ou de la communauté européenne. Et donc, vous pouvez lister, vous pouvez chercher cancer du rein, les outils qui sont actuellement commercialisés, cancer de prostate, cancer de vessie, etc. etc. Donc, c'est assez bien fait. Donc, vous avez tous les systèmes qui sont disponibles. Et surtout, quand vous cliquez sur les systèmes, vous savez comment ils ont été faits, vous savez les applications qui sont disponibles, ce qui fait plutôt de la segmentation, de la classification, sur quelle base de données il s'est entraîné, si éventuellement il y a des papiers disponibles dans la littérature qui ont été publiés. Et donc, ça, c'est un site que je vous recommande si vous cherchez des outils ou si vous voulez acheter un outil commercialisé. C'est bon à savoir. En termes de performance, on en est où? Alors, on a des belles études. On a surtout une belle étude qui est sortie en 2024, qui est l'étude PICAI, qui est vraiment une étude super significative, qui a été publiée dans le Lancet, donc avec un très gros volume d'IRM, plus de 10 000 IRM, un gros panel de radiologues, une soixantaine de radiologues. Ce qu'on montre, c'est que oui, l'IA est plus performant qu'un groupe de radiologues qui vont utiliser le système PI-RADS 2.1, c'est-à-dire notre dernière version du PI-RADS. On trouve plus de cancers cliniquement significatifs, c'est ce qu'on cherche. On a moins de faux positifs. Les faux positifs, c'est un vrai problème parce qu'on ne veut pas conduire le patient à la biopsie pour rien. Et le tout pour une sensibilité qui est identique. Donc oui, maintenant, on arrive à avoir des systèmes qui sont extrêmement performants. Il y a quand même des limites, comme toujours, on en a parlé précédemment, mais c'est important d'avoir
connaissance et conscience de ses limites. Les jeux de données sont souvent très homogènes. Par exemple, dans l'étude PICAI, c'est quasiment le même type de constructeur. Vous savez qu'en IRM, on a globalement 3 grands types de constructeurs. On a Philips, GE et Siemens. Et la plupart des études, malheureusement, sont monoconstructeurs ou avec une faible part d'imagerie qui viennent d'un autre constructeur. Et donc, ça, c'est un véritable problème pour la générabilité après, pour pouvoir généraliser et appliquer sur d'autres machines. Et ça, c'est valable pour toutes les études qui sont actuellement publiées. La plupart sont faites sur un système de machines. Donc, ce n'est pas généralisable. La vérité terrain, c'est pareil, elle est parfois très hétérogène. C'est quoi la vérité? Est-ce que c'est les biopsies ciblées? Est-ce que c'est la prostatectomie? Est-ce que c'est l'association des deux? C'est assez compliqué et quand on mappe d'ailleurs, quand on fait des correspondances entre l'IRM et les biopsies, c'est parfois très complexe pour avoir une belle vérité terrain et faire la concordance entre les données d'IRM et des biopsies. Comme on le disait précédemment, il y a très peu de validation externe parce qu'on n'a pas encore de belles bases de données. Même en France, on a très peu de bases de données qui sont bien faites, avec des données d'imagerie segmentées, avec des appariements, avec la clinique et l'histologie. Ça, c'est un vrai manque. Et ça, c'est des pistes de travail pour l'avenir à faire. Et puis, comme je vous le disais, donc, les systèmes qui ont été élaborés, quand on les teste sur des cohortes externes, globalement, on voit que la performance chute. Il y a aussi des limites sur finalement l'adoption à la fois par les radiologues et à la fois par les patients. On voit que on a alors la limite principale et ce qui nous angoisse, c'est bien sûr la perte d'expertise des radiologues qui commence à arriver, mais ça c'est pour tous les domaines d'imagerie puisque ces outils qu'on a en routine clinique ou qu'on commence à voir en routine clinique, finalement, ne motive pas tellement pour passer du temps à apprendre c'est quoi l'imagerie. Donc ça sera un vrai problème dans les années à venir. Les patients, finalement, ils ne sont pas forcément très rassurés. Ça aussi, ça va être des pistes de travail pour le GTUC, d'intégrer les patients pour voir comment ils vont adopter. Alors, ils sont OK pour qu'il y ait l'IA avec un radiologue, mais certainement pas l'IA sans. Et même, quand même, reste très prudent par rapport à l'adoption de l'IA. Ça, c'est vraiment des études spécifiques en imagerie prostatique, mais évidemment, ça s'applique à tout type d'IA. Donc, il y avait quand même dans le titre place du GTUG, dans les projets d'IA, donc il y a plein de choses à faire. Et probablement, la première chose, c'est toujours de construire des bases de données parce que c'est le nerf de la guerre. Quand on a des bases de données dans les études qui sont bien faites, on peut travailler dessus. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui manque, que ce soit pour le rein, que ce soit pour la prostate ou la vessie. Il faut qu'on construise des bases de données nationales, multicentriques, avec des données cliniques, des données d'imagerie, et qui sont bien faites et qui sont accessibles. Et il faut collaborer avec les grandes plateformes parce qu'on a des grandes plateformes en France d'imagerie comme le Health Data Hub par exemple qui permettent justement de mettre à disposition ces corps de données. Donc l'IA en imagerie prostatique c'est bien sûr une opportunité majeure. On va avoir une amélioration du diagnostic très significative en termes de précision, d'efficacité, d'accessibilité. Donc ça c'est vraiment un gain pour les patients. On a encore pas mal de défis à relever et il faut qu'on continue à travailler, il faut qu'on continue à faire des projets d'imagerie avec des bases de données et des données appariées à la clinique. Et là, je vous ai fait un petit listing de tous les projets. Il y a quand même beaucoup de projets en cours sur l'imagerie prostatique et l'IA. Il ne faut pas croire que tout vient de l'Angleterre et des États-Unis. On a plus d'une dizaine de gros projets nationaux multicentriques prospectifs qui sont en cours. Donc ça va donner ses fruits. C'est très lent comme toujours. C'est probablement beaucoup plus lent qu'ailleurs, mais on va y arriver. Merci. Merci beaucoup. 10 minutes tournées. Donc on va accueillir le dernier orateur. On a récupéré un peu de retard, mais quand même, il faut qu'on garde du temps. Le docteur Jean-Louis Fraisse qui va nous parler des bras synthétiques augmentés. Merci Raphaël. Bonjour, merci de votre invitation. Moi, je vais vous parler de, justement, l'usage de l'intelligence artificielle, notamment générative, dans la recherche clinique. Alors, pour situer le contexte, je voulais vous indiquer d'abord que c'est des travaux qui, aujourd'hui, avancent à la vitesse grand V et sont très encadrés. Il y a un groupe de travail qu'on avait mis en œuvre depuis un peu plus de 2 ans avec l'Agence de l'innovation en santé et le
l'EFCRIN, qui s'appelle Nouvelle méthodologie de recherche clinique. Et donc, du coup, on a produit un rapport qui fait référence et qui est sorti à peu près il y a 3 semaines maintenant, et dans lequel on détaille justement ces nouvelles méthodologies de recherche clinique possibles avec des données qui sont issues de données réelles, mais qu'on n'appelle pas de données réelles. Je vais vous préciser les choses tout de suite après. On a eu un certain nombre aussi d'autres documents sur ces sujets-là, entre autres un livre blanc qu'on a coordonné avec la professeure Stéphanie Alassonnière de l'Université Paris-Cité sur l'utilisation justement des données artificielles et notamment dans la recherche. Alors, tout d'abord peut-être petite question de terminologie. Alors aujourd'hui, on n'est pas tous d'accord au niveau international sur justement la terminologie de ces données, et avec l'association Silica que je co-préside avec la professeure Alassonnière, un certain nombre d'autres universitaires, on est en train d'essayer justement de dégager des standards pour que les différentes autorités, notamment internationales, parlent toujours de la même chose. Alors, habituellement, ce qu'on avait l'habitude d'appeler données synthétiques, c'est des données qu'on avait été recherchées dans des anciens essais cliniques et qu'on allait recycler, entre guillemets, avec le bon sens du terme, quand on n'avait pas suffisamment de données, en prenant garde, bien sûr, à ce que ça ne soit pas des données qui soient trop anciennes. Et puis, les données artificielles, alors aujourd'hui, c'est des données qui ont été créées à partir de données réelles avec une couche d'intelligence artificielle, et on a l'habitude de les classifier en 3, ce qu'on appelle des méthodes, enfin des données générées à l'aide des méthodes mécanistes, à l'aide de méthodes bayésiennes et à l'aide de méthodes d'intelligence artificielle générative. Alors, vous allez voir, finalement, c'est très simple sur les cas concrets. Très rapidement, ce qu'on appelle la partie mécaniste, eh bien, c'est le fait de faire de l'intelligence artificielle avec des équations mathématiques qui seront issues soit de la physique, soit de la biologie. C'est un des fondements aujourd'hui des jumeaux numériques. Et les méthodes bayésiennes, eh bien, ça va être de faire des calculs de probabilité avec de l'intelligence artificielle à partir d'événements qui étaient déjà connus. Et l'intelligence artificielle générative, on en a parlé tout à l'heure, mais je vais vous donner des exemples concrets. Eh bien, ça va être le fait d'utiliser des réseaux de neurones profonds, notamment, pas que, avec des techniques qu'on appelle des GAN, mais aussi les modèles, les grands modèles de langage et les VAE. Alors, du coup, avant de revenir sur cette dernière partie, à quoi est-ce que servent ces données artificielles aujourd'hui? Alors aujourd'hui, les données artificielles, on en a besoin dans un certain nombre de cas. Le premier cas, ça va être de compléter les études de recherche clinique quand on n'a pas suffisamment de patients, sachant que ce sont des techniques qui ne remplacent pas les données réelles, mais qui les complètent, et que, évidemment, le gold standard, aujourd'hui, c'est toujours le double bras avec des patients réels, et d'ailleurs, c'est des sujets qui nous animent grandement aujourd'hui avec les autorités françaises, que ce soit la NSM, la HAS, mais également le MA et la FDA, j'y reviendrai tout de suite après. Donc, dans ces essais cliniques, ces données, elles vont être utiles lorsqu'on n'arrive pas à recruter suffisamment de patients fragiles, les femmes enceintes, les enfants, alors les maladies rares, bien sûr, et puis aussi les petits clusters de patients atteints de cancer. Ça, c'est votre spécialité. Deuxième aussi utilité dans les essais cliniques, c'est quand on a des populations sous-représentées dans les bras, dans les groupes de patients, et là on va pouvoir rééquilibrer les populations pour donner une puissance statistique supérieure aux essais cliniques. Et la troisième chose qu'on avait développée évidemment dans le livre blanc, c'était l'aspect éthique, puisque les patients atteints de cancer n'ont pas toujours envie d'être tirés au sort et de se retrouver dans le bras contrôle, et on peut les comprendre. Donc on essaie de minimiser le plus possible le nombre de patients dans les bras contrôle. La deuxième utilité, on en parlait tout à l'heure, c'est l'entraînement des algorithmes d'intelligence artificielle, puisqu'on a dit, pour avoir des algorithmes fiables, il va falloir les entraîner à l'aide de clichés, de données annotées. Et donc, du coup, aujourd'hui, au lieu d'utiliser 1000 ou 5000 imageries annotées, parce que, évidemment, c'est un coût et ça prend du temps médical, eh bien, on va proposer de diviser le nombre par
2 et on va utiliser au lieu de 1500 images annotées qui seront augmentées et qu'on pourra faire vivre, on pourra en reparler au fur et à mesure de leur utilisation. Ces techniques d'intelligence artificielle générative, elles sont notamment aujourd'hui très utilisées pour faire de la complétion de bases de données et on a publié des sujets sur lesquels, en fonction de la base de données de départ, on peut compléter la base à partir, enfin même lorsqu'il y a 60% de données manquantes. Et ce sont des technologies qu'on a fait aussi approuver par la CNIL qui permettent de faire de l'anonymisation et ça prend de l'importance évidemment au moment où on va être obligé de faire circuler nos bases de données dans le cadre de la loi européenne, de l'entrepôt européen et des entrepôts régionaux de données de santé. Alors, si on veut juste faire un petit focus sur les données artificielles qui sont générées à partir d'intelligence artificielle générative, notamment à partir de ce qu'on appelle des VAE, des auto-encodeurs variationnels, comment est-ce que ça marche? On va prendre une base de données initiale. On va évidemment la soumettre à des modèles d'intelligence artificielle et là, on va avoir une base de données générée qu'on va pouvoir, en fonction de la technologie utilisée, multiplier par 2, par 3. Aujourd'hui, on est en capacité d'aller jusqu'à 20 fois sans qu'on ait ce qu'on appelle de collapse du modèle d'intelligence artificielle. Alors, quel type de données sont augmentables aujourd'hui de cette façon-là? Eh bien, les données tabulaires, ça on a publié depuis déjà un petit moment, les données de radiologie, et puis on fait également de l'augmentation de données multimodales, et là on a pratiquement achevé l'augmentation des données génétiques, alors pas toutes parce qu'évidemment il y a beaucoup de données différentes dans ce type de domaine et on est en train de travailler sur l'ANAPAT. Aujourd'hui, des garde-fous évidemment à mettre en œuvre sur ce sujet-là parce que évidemment on va partir d'une base de données initiale et cette base de données initiale elle doit être de bonne qualité parce qu'évidemment quand on va les passer dans des modèles d'intelligence artificielle générative, eh ben, s'il y a des biais au départ, eh ben, on va amplifier ces biais à l'arrivée. Donc évidemment, on a, je vais vous donner la méthodologie de nos comités de garantie humaine qu'on préconise, mais en tout cas, comment est-ce qu'on met en œuvre cette comité de garantie humaine sur ces sujets-là. Donc là, sur la base de données initiale, on demande à 3 médecins spécialistes de la pathologie d'aller valider que la base de données initiale est bien représentative et croyez-moi que c'est très utile. Et puis une fois qu'on a la base de données générée, finale, et bien là on va avoir 2 types de garantie humaine. Une garantie humaine mathématique qui va être mise en œuvre par des spécialistes des maths et des biostats qui vont aller en fonction d'un certain nombre de KPI qui sont validés par les autorités, vérifier que la base de données elle est bien fiable et représentative. Et là on va redemander à un comité de 3 médecins médicaux d'aller valider la vraisemblance des patients générés. Alors évidemment la caricature, c'est le fait que dans ces bases de données générées, on ne retrouve pas des patients qui mesurent 3 mètres de haut, qui pèsent 400 kilos et qui aient 600 ans, parce que, évidemment, ça pourrait arriver. Évidemment, la caricature est forte, mais en tout cas, on a besoin, évidemment, des spécialistes d'organes pour aller vérifier que cette base de données est bien générée correctement. Ça, c'est la vraisemblance. Et la deuxième chose, les autorités nous demandent de soumettre des fichiers de patients dans lesquels on a des patients réels et des patients artificiels et on demande aux professionnels de santé de nous dire si c'est des patients réels ou artificiels. Et aujourd'hui, dans ce qu'on a trouvé et publié, dans la majorité des cas, 1 fois sur 2, les gens se trompent, les professionnels se trompent et en plus, ils ne sont pas d'accord entre eux puisque, en effet, on ne peut pas reconnaître ces sujets-là. Donc, toute cette intelligence artificielle, elle est bien sûr soumise à l'IACT européen et notamment, c'est la mise en œuvre de ces comités de garantie humaine qui sont absolument indispensables. Alors, pour terminer, aujourd'hui, qu'en pensent les régulateurs? Parce que, évidemment, je vous le disais, le gold standard, c'est le double bras réel. Donc, aujourd'hui, les autorités américaines sont très ouvertes sur ce sujet-là. Avec la FDA, on a fait des travaux au mois de décembre avant qu'elle soit secouée, évidemment, par ce qui lui arrive aujourd'hui où les choses sont beaucoup plus compliquées. En tout cas, elle a produit un certain nombre de documents qui permettent et qui cadrent l'utilisation de l'intelligence artificielle sur la preuve des produits de santé, que ce soit les médicaments ou les dispositifs médicaux. Et donc, on a travaillé avec l'association Silica que je co-préside, avec la FDA, pour compléter ces documents. Alors, en France,
et en Europe, je serais tenté de dire qu'on avance rapidement, mais bon, c'est à marche forcée. Aussi bien le président de l'HAS, Lionel Collet, que Pierre Cochat, le président de la commission de transparence, sont très ouverts sur ces sujets-là. C'est plus compliqué quand on discute avec les méthodologistes de leurs équipes, mais en tout cas, aujourd'hui, ça avance. Les types de preuves demandées, elles sont de quelle nature? Ils sont bien logiques, hein, évidemment. C'est de publier sur la fiabilité des modèles, ça c'est la première chose. La deuxième chose, de publier sur la fiabilité des bases de données artificielles qu'on aura augmentées. La troisième chose, c'est de rejouer des essais cliniques rétrospectifs. Et la quatrième, c'est de mettre en œuvre des essais cliniques prospectifs. Et ça, c'est ce qu'on a fait notamment dans le cadre de l'AMI, nouvelle méthodologie de recherche clinique, qui a été rendue là, il y a 15 jours et avec une place importante sur la partie cancéro. Donc on voit que ce sont des sujets qui avancent aujourd'hui à la vitesse grand V. Donc en conclusion, je pense que en fait c'est des sujets qui sont utiles pour la recherche, notamment quand on a du mal à constituer des bras en phase 3, mais ça permet aussi d'augmenter la puissance statistique des essais cliniques en phase 2 pour prendre des décisions. Et on a aujourd'hui des travaux amorcés en radiothérapie avec des gens d'Unicancer notamment et une équipe de Reims sur laquelle on pourra reparler si on a l'occasion de se revoir tout à l'heure. En tout cas, c'était ce que je voulais vous dire sur ces sujets-là. Dernier sujet, les autorités nous ont demandé de constituer en France la première société savante francophone d'intelligence artificielle. Elle a vu le jour il y a un mois. Elle est présidée par le professeur Patrick Callier de l'université de Dijon. Et donc, on nous demande aujourd'hui déjà de produire un certain nombre de recommandations pour la HAS et vous êtes invités à nous rejoindre si certains d'entre vous ont un tout petit peu de temps à nous consacrer. Je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? On a 5-10 minutes pour les questions. 5 minutes. Ronan. Peut-être au micro? Oui, merci. J'ai une question un petit peu générale sur l'application de l'intelligence artificielle, vraiment côté applicabilité. Côté métastatique est probablement le plus complexe et le plus grave. Et on peut imaginer qu'en analysant multidimensionnellement les patients, comme Jean-Emmanuel l'a dit, avec du multi-omes et beaucoup de paramètres, on pourrait élaborer des stratégies extrêmement élaborées, beaucoup plus que de dire on fait un traitement et puis on attend de voir ce qui se passe. La réalité des choses, c'est que probablement pendant de nombreuses années, on va être cantonné à des dimensions de faible nombre. Il y aura l'imagerie, peut-être un tout petit peu de génétique, et puis de la clinique. C'est ce qui va être numérisé, accessible pour une population générale. Est-ce que ça va être un obstacle pour l'applicabilité de l'intelligence artificielle sur des stratégies complexes à des stades avancés? Alors, la question est posée à l'ensemble des orateurs. Oui, je ne sais pas, peut-être Jean-Emmanuel, est-ce que tu aurais un avis En fait, je pense qu'il y a déjà pas mal de choses à faire avec des données simples. C'est vrai que j'ai montré un schéma avec des données très nombreuses et complexes. Mais tu vois, le nombre de publications qui existent déjà sur des modèles, même de radiomiques extrêmement complexes, etc., qui en réalité ont une puissance clinique, pour le coup, très faible, je trouve. Du coup, je ne suis pas trop pessimiste par rapport à ta question. C'est-à-dire que je pense qu'on devrait commencer par faire des modèles qui sont cliniques simples. Et on se rendrait compte qu'ils apporteraient déjà pas mal de choses. On n'a pas besoin d'attendre qu'il y ait de la génomique, de la radiomique, tout ça, qui, à mon avis, de toute façon, ne feront qu'améliorer les choses de façon très marginale. Beaucoup moins puissant intuitivement que des signes cliniques, même classiques, basiques. Moi, c'est vrai, je partage complètement. En fait, il faut déjà qu'on travaille sur des modèles simples. Typiquement, avoir un modèle qui est très performant et qui est généralisable en imagerie. Et petit à petit, on y intègre des données en amont, des données cliniques, des données histologiques. Mais c'est step by step, en fait, pour qu'on ait quelque chose de très robuste. Et on voit la complexité, finalement, le plus on avance dans ces projets, le plus on voit la complexité pour avoir des modèles qui sont fiables et reproductibles et robustes. Donc, on a encore beaucoup de travail sur déjà les premières étapes avant d'envisager d'intégrer des données plus complexes. Pierre. Je peux être un tout petit peu enfoncer la question de Ronan, parce que nous, c'est moins notre problème, mais eux, ils se retrouvent avec des analyses génétiques, avec des milliers, dizaines de milliers de gènes.
c'est ça leur problème, et de les intégrer. Et ça, on ne pourra pas le faire autrement qu'en intégrant de l'intelligence artificielle, parce qu'on ne sait pas les analyser autrement. Ça fait partie de la catégorie que disait Jean-Emmanuel. Et ça, il faut juste construire les bases de données qui n'existent pas forcément avec des bases de données cliniques à noter pour chaque cancer, quoi. Ouais, ça ne va pas être des trucs simples, je suis désolé, mais c'est des tâches qui ne sont pas faisables autrement. Sur la génétique et la génomique, Google vient de, enfin d'ailleurs c'est DeepMind qui vient de sortir un modèle qui s'appelle AlphaGenome, qui est le premier modèle aussi bon que ça, qui va, je crois, être disponible sous la forme d'une API, c'est-à-dire quelque chose qu'on peut interroger automatiquement à haut débit. Donc je pense que, enfin, je ne sais pas si c'est une super idée de s'investir sur la recherche en termes de génomique et de cancer, parce que Google est sur l'affaire et qu'ils vont tout écraser. Mais c'est mon avis, hein. Mais voilà. D'autres questions dans la salle? Oui, Delphine. Bon, après, évidemment, j'ai plein de questions et j'y connais pas grand-chose, donc elles seront peut-être bêtes. Après, quand je vous entends, enfin, tous les orateurs qui sont intervenus, on entend je sens beaucoup de compétences et beaucoup de rigueur. Et c'est vrai qu'on a effectivement besoin de gens. On dit qu'on structure effectivement un organisme académique pour contrôler tout ça, et c'est très important. Et vous parlez de Google qui va nous proposer des algorithmes qui vont nous permettre d'analyser le génome de nos patients. Donc globalement, c'est comment on contrôle, on l'a dit effectivement, les données qu'on rentre, comment on contrôle la rigueur de ce qu'on produit, et comment on contrôle ce que deviennent les données quand on les rentre dans des plateformes et des logiciels comme ceux de Google. Ah bah ça, ce qui est clair, d'ailleurs les autres orateurs peuvent venir aussi, hein, je me sentirai moins seul, mais ce qui est clair, c'est que toutes les données que vous allez fournir, y compris à ChatGPT, moi j'ai plein de patients toutes les semaines qui me viennent avec une sorte de pré-rapport fait par ChatGPT où ils ont uploadé leurs résultats de prise de sang, leur compte-rendu de scan, ils ont raconté leurs symptômes et tout, et ils ne se rendent pas compte que c'est des fuites de données majeures. Donc bon, après on peut discuter de est-ce que c'est grave ou pas, est-ce que ça a un intérêt ou pas, mais oui, je pense que d'ailleurs c'est un peu le business model, hein, on s'en rend pas compte, mais de OpenAI par exemple, c'est pour eux pas forcément très pas très rentable, hein, pour eux de vous faire un ChatGPT à $20 par mois. Par contre, ils aspirent une quantité de données, notamment au niveau corporate, énorme. Et la valeur, on va dire, est surtout là-dessus. Donc en médecine, c'est pareil, je pense. Clairement, il y a un business qui n'est pas simplement du service et un coût à la demande, mais qui est plus sur la donnée qu'on arrive à aspirer de ça, quoi. Moi, je voulais juste rajouter que les perspectives sont énormes et on avance très vite. Et qu'aujourd'hui, l'enjeu de nos métiers, de vos métiers, c'est de structurer des comités de garantie humaine de filière. Alors, c'est compliqué parce que aujourd'hui, votre métier, notamment, c'est de faire de la médecine. On sait que c'est pas simple avec toutes les contraintes, hein, des établissements hospitaliers. Mais en tout cas, s'il n'y a pas de comité de garantie humaine, on n'aura jamais de modèle mathématique en qui on aura, d'intelligence artificielle en qui on aura confiance et qui seront fiables. Donc c'est vraiment un enjeu de structuration parce que c'est les bases initiales, c'est le résultat de l'intelligence artificielle et l'association, Sophia Santé là, est chargée d'étudier notamment par les pouvoirs publics quel impact va avoir l'intelligence artificielle sur le fait que vous soyez capable demain de savoir si ce que dit l'intelligence artificielle est réel ou pas, est vrai ou pas. Et donc ça, c'est vraiment un enjeu qui est lié à la formation aussi bien initiale que continue dans les études médicales. Oui, alors moi je vais juste rajouter quelque chose, ça, je ne suis pas d'accord en fait. Et ça, on est effectivement sur ce concept de la garantie humaine qui, à mon avis, est absurde. J'en veux pour preuve une publication qui a été dans Nature il y a 2 mois à peu près, qui a comparé les performances, par exemple, d'un médecin seul versus un médecin assisté par une IA versus une IA seule. Et le problème, c'est que l'IA seule fait mieux que le médecin assisté par l'IA. Et ne fait déjà d'ailleurs pas très bien, puisqu'elle fait 60%, et le médecin assisté par l'IA fait 40-50%. Sur des tâches de diagnostic pur, il y a une nouvelle étude encore plus récente, faite en multicentrique sur 150 médecins entre Stanford et Harvard, qui montre que c'est encore pire. L'IA écrase complètement, surtout sur les tâches médicales et les raisonnements médicaux complexes. Donc dire que les médecins vont, grâce à leur expertise, garantir le résultat d'une IA, alors qu'en réalité on est en train de montrer qu'ils la polluent, ça pose plein de questions.
Non, c'est l'état de la science actuelle. Non, mais je suis complètement d'accord avec ça. Mais aujourd'hui, si les modèles d'IA ils fonctionnent aussi bien, c'est qu'ils ont été entraînés aussi avec des gens qui ont aidé à les entraîner. Donc, en effet, c'est des... Bien sûr, mais c'est pas la question. En fait, la question, c'est comment est-ce qu'on va faire pour s'en servir, pour garantir le résultat de ça, quand en fait, on n'est pas capable nous-mêmes de bien s'en servir. Donc, il y a aussi une question de formation des médecins à se servir de ces outils-là. Et moi, je suis assez... peut-être trop pessimiste, mais voilà, je m'interroge sur ce qui va se passer. Alors, ça rejoint une question importante, un point important qui a été soulevé par Raphaël, qui est la perte d'expertise et le risque sur l'éducation, moi, qui me fait très peur pour les futurs. C'est la perte de l'esprit critique. Voilà, on perd l'esprit critique. Et c'est déjà aujourd'hui. Et peut-être qu'on doit former les nouvelles générations avec l'IA pour leur apprendre. Oui. Et c'est comme ça qu'on pourra peut-être le faire. Dernière question pour Karim. Oui, c'est même pas une question, c'est une offre de service pour rebondir sur le commentaire de Raphaël et probablement à vous quatre et à bien plus. Au sein du GTUG, actuellement, nous incluons des centaines de patients dans nos essais thérapeutiques prospectifs, souvent randomisés, avec bien sûr une richesse extrême en termes de données, et plusieurs d'entre vous l'ont dit, c'est le nerf de la guerre. Donc c'est vraiment une offre de service de manière à ce que nous utilisions cette dynamique collectivement pour générer plus de données utilisables en dehors de répondre à la question est-ce que A plus B fait mieux que A, etc. Intégrons bien sûr maintenant des données imagerie à chaque fois que nous pouvons. Nous avons commencé à intégrer des données de biologie depuis 5 à 10 ans, ce n'était pas le cas autrefois. Et bien sûr, faisons en sorte que l'IA nous aide et contribue à répondre à d'autres questions. Donc vous êtes vraiment plus que les bienvenus et on sera vraiment très 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 content de vous donner accès et puis que vous contribuiez à répondre à ces questions. Merci beaucoup. Merci, c'était le mot du président pour finir cette session. Donc si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser soit à des humains pendant la pause déjeuner, soit à une intelligence artificielle sur le sujet. Et en attendant, pause déjeuner, on reprend ici à 13h30.